Et à tous, soyez les bienvenus pour cette deuxième journée de ce forum de la résilience. Merci à vous d'être là au 106. Merci à vous aussi qui nous suivez en ligne sur la page Facebook de la Métropole Rouen-Normandie, où vous pouvez d'ailleurs aussi nous poser des questions à nos invités. Je vous invite ici en salle à mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour le confort d'écoute de tous et de toutes. Merci à vous. Résilience économique et axe Seine, tel est le thème qui nous réunit ce matin pour ouvrir cette journée. Nous allons échanger avec des élus, mais aussi avec des entreprises du territoire. Comment ils s'intègrent, participent, contribuent à cette résilience économique de l'axe Seine. Alors pour ce faire, j'invite à me rejoindre Sonia Dubès, présidente de Logistique Seine-Normandie. Thomas Denis, directeur de Renault Cléon, Emmanuel Assier, président de Webaxis, François Boucher, président de Valgo, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre et président de Le Havre Seine Métropole, ainsi que Nicolas Maillé-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Installez-vous. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Oui, vous pouvez enlever votre masque. Merci à vous. Lors de la première journée, hier, nous avons évoqué plusieurs dimensions de la résilience d'un territoire. Nous avons parlé environnement, biodiversité et nature. Nous avons parlé de la métropole post-carbone. Nous avons parlé de risques industriels. Mais il est temps de s'intéresser à la résilience économique, un enjeu forcément central pour les territoires de demain. Alors j'ai envie de commencer avec vous, Nicolas Maillé-Rossignol. Vous n'êtes pas surpris. Donc je le rappelle, maire de Rouen, président de la métropole Rouen-Normandie. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression résilience économique? C'est vrai que le terme de résilience, entre la mécanique et la physique et la résilience des territoires en passant par la psychologie, il y a plusieurs dimensions. Donc j'aimerais connaître votre perception de ce thème et ce que vous mettez dans le volet économique. Merci Rebecca. Je vais essayer d'être bref et en toute humilité parce que d'abord c'est un mot un peu valise, très à la mode, le mot de résilience. Sans forcément de qualificatif, et puis tout le monde n'a peut-être pas la même définition. On en a beaucoup parlé hier, pendant les différentes tables rondes, les différentes discussions. Pour moi, il y a trois principes derrière le mot de résilience. D'abord, effectivement, s'adapter, y compris à très court terme, notion d'agilité, de plasticité, de solidarité, face à, en particulier, des traumatismes. Ensuite, les surmonter, y compris par des mécanismes qui peuvent être dans des champs complètement différents du trauma initial, exemple Bilbao, traumatisme industriel, catastrophe, et derrière levier notamment culturel sur la capacité à surmonter ce traumatisme. Et puis, troisième élément derrière cette notion de résilience, anticiper, c'est-à-dire faire en sorte que les mêmes causes demain ou après-demain ne reproduisent pas les mêmes effets. Donc ça veut dire adapter par exemple nos politiques d'urbanisme, par exemple vis-à-vis des sujets pour le territoire de sécurité industrielle ou de risque de catastrophe naturelle. Alors si on l'applique à la dimension strictement économique, si je reprends cette grille de lecture qui vaut ce qu'elle vaut, c'est vraiment sans aucune prétention, mais s'adapter, ça veut dire être capable d'avoir des entreprises, en particulier en matière industrielle pour ce qui concerne la vallée de Seine, mais pas uniquement, qui soient capables de réagir très vite et de manière la plus efficace possible sur la survenance d'accidents, d'événements, catastrophes naturelles ou situations de catastrophes industrielles. D'où l'intérêt de se mettre en réseau, Synerzip au Havre, Upside maintenant à Rouen, etc. Surmonter et puis se transformer. Alors là, on touche évidemment sur la résilience économique à tous les enjeux de rebond, de création de nouvelles valeurs dans ce qu'on appelle ici le monde d'après. Donc ça veut dire par exemple décarboner notre économie, décarboner notre port ou notre axe fluvio-portuaire maintenant à Aropa, qui est une vraie opportunité de ce point de vue-là. Les nouvelles productions d'énergie renouvelable. On était à Cléon il n'y a pas très longtemps, la transformation des productions de moteurs qui étaient peut-être plus thermiques il y a quelques années, qui aujourd'hui migrent vers l'hybride ou l'électrique. Ça s'est surmonté. Et puis anticiper, je voudrais insister là-dessus parce que souvent on sous-estime ou on a tendance à moins appréhender ce point-là. Je vais prendre juste un exemple sur la résilience économique. On sait qu'on a des changements structurels qui sont à l'œuvre. Par exemple, les attentes de nos concitoyens sur la décarbonation des produits de consommation. Et un jour, de la même manière que maintenant il est habituel de regarder la consommation énergétique de son lave-linge quand on veut en acheter un,
il est très probable que demain, nous allons regarder, on commence à avoir des Nutri-Score sur l'alimentaire, nous allons regarder aussi l'empreinte carbone, si ce n'est pas déjà le cas pour beaucoup de gens, c'est le cas en fait déjà, l'empreinte carbone de ce que nous achetons. Et donc ça va avoir un impact en amont sur toute notre chaîne de valeur. Donc ça suppose une anticipation de plus long terme, qui s'oriente vers la transition écologique, mais qui n'en fait pas un ennemi de l'économie, qui en fait plutôt un argument de compétitivité. Je cite souvent l'exemple des ports. Si on prend les meilleurs ports d'Europe, sur les ports du Range Nord, qui font plus de tonnage que nous, aujourd'hui, ils ne sont pas moins écologiques que nous, ils sont même plus vertueux au plan écologique que nous. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait concilier les deux. Merci à vous. Vous avez fini votre propos sur l'enjeu portuaire, l'axe Seine, c'est ça, c'est cet enjeu. Édouard Philippe, vous disiez l'axe Seine et le port Aropa doit être le port à la fois de Strasbourg et de Prague. Comment, en fait, cet axe Seine contribue à cette résilience économique, à ce rebond? Où sont les leviers? Qui les détient? Il y a quand même un paquet de questions dans votre question-là. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par dire que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Meyer-Rossignol sur sa définition de la résilience économique. Je trouve que c'est très clair, très convaincant. Moi, je le dis avec mes mots, mais c'est la même idée. Pour moi, la résilience économique, c'est la capacité à encaisser et à rebondir. C'est peut-être parce que ouais, c'est peut-être la boxe, ouais. À encaisser et à rebondir. Et dans rebondir, il y a s'adapter, évidemment, et puis il y a préparer. Donc vraiment, je suis en plein accord. Et peut-être un mot pour dire qu'au Havre, encaisser, je ne sais pas si on a l'habitude, mais il vaut mieux qu'on sache faire, parce que toute l'histoire du Havre depuis le milieu du XXe siècle, c'est une histoire de chocs. Et de chocs qui sont brutaux, qu'on doit encaisser, et qui doivent ensuite donner lieu à un rebond, qui n'est pas simple. D'abord le choc de la destruction totale, qui est évidemment une histoire de résilience urbaine, on va dire, mais qui n'est pas simplement une histoire de résilience urbaine, qui est déjà une histoire de résilience économique, parce que ce qui faisait la richesse du Havre, c'était évidemment les bateaux et les marchandises, mais c'était aussi les activités de négoce qui allaient avec les bateaux et les marchandises. Or, ces activités de négoce, après la destruction, partent à Paris, pour l'essentiel, pas pour toutes, mais pour l'essentiel. Et donc, le tissu économique se trouve au fond appauvri, et durablement appauvri, parce que les activités de services financières et de négoce se trouvent déplacées. Donc, d'abord, résilience, un choc urbain et résilience économique, avec le deuxième choc de la désindustrialisation au début des années 80. Je raconte toujours ce chiffre, ce basculement, et Nicolas n'y verra aucune malice. C'est que jusqu'en 1981, mais il n'y a aucune malice, jusqu'en 1981, au Havre, le taux de chômage était sensiblement inférieur à la moyenne nationale. Parce qu'il y avait sur la zone industrielle-portuaire tout ce qu'il fallait pour que des emplois peu qualifiés puissent trouver preneur. Et puis, la désindustrialisation passe un cap en 81, et à partir de 81, on a systématiquement un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Et ça se fait vite. Puis une fois que c'est fait, bon courage. Ça, c'est le deuxième choc. C'est la désindustrialisation telle qu'on l'a connue. Et il a fallu aussi s'adapter. Et ça prend du temps, et c'est très difficile. Et voilà. Et maintenant, il y a probablement un troisième choc que décrit Nicolas, justement, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le choc qui nous est imposé par la transition, et notamment la transition écologique, le choc qui nous est imposé par la décarbonation, le choc aussi qui nous est imposé par une nouvelle façon de regarder la liaison entre les zones urbaines et les zones industrielles. Je pense qu'ici, on voit très bien ce que je veux dire. Alors, dans ce contexte donc de troisième choc et de résilience économique indispensable, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'axe Seine? À mon avis, on peut faire trois choses qui sont... Et je vais le faire dans l'ordre le plus difficile. On peut sans doute faire en sorte, sur la totalité de l'axe Seine, d'avoir une activité portuaire et une activité de flux qui soit décarbonée, tournée vers l'avenir, plus fluide. Et j'inscris là-dedans tous les travaux qui sont délicats, mais tous les travaux sur le fret ferroviaire, le fret fluvial, des travaux d'ailleurs qu'on mène souvent en commun avec la métropole rouennaise. Tout ce qui est évidemment, demain, la production d'hydrogène, les tests qu'on fait pour bouger le fret lourd avec de l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie. Bref, ça c'est le premier défi. Et je dois dire que l'axe Seine se prête très bien à ce premier défi, par son échelle,
par l'intensité de la présence industrielle, c'est un bon terrain de jeu. Pardon de le dire comme ça, c'est pas un jeu, mais c'est un bon terrain de jeu. Le deuxième défi, c'est celui de la transformation de l'industrie. Il est un peu plus compliqué, mais il me semble là aussi atteignable. Et d'une certaine façon, je le dis, et puis je le mentionne parce que c'est vous qui allez l'expliquer. Mais c'est un vrai beau défi. C'est pas simplement l'activité portuaire, le flux, c'est l'activité de production. La transformation de la pétrochimie, la décarbonation de la pétrochimie à bien des égards, c'est la transition productive. C'est un deuxième bon défi qui va avec le premier. Il y a un troisième défi qui est peut-être encore plus compliqué et sur lequel on est probablement le moins avancé. C'est comment est-ce qu'on imagine sur une zone de 200 à 250 km de profondeur qui va du grand large jusqu'à l'hyperdensité parisienne, une façon de vivre qui concilie les flux, la production et la qualité de vie. C'est la troisième échelle. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois continuer à localiser des activités industrielles, préserver des espaces naturels, ne pas tomber dans un étalement urbain qui, sur une échelle de 200 km, serait dramatique. Et ça exige des instruments, probablement, qu'on n'a pas encore complètement, parce que souvent, on les regarde, j'allais dire métropole par métropole. Alors évidemment, on a des SCOT, enfin quand même, on les regarde un peu chacun chez soi. Et je trouve que c'est une troisième dimension de résilience économique. Comment est-ce qu'on invente, une fois qu'on a fait le port de demain et une fois qu'on a fait l'industrie de demain, comment est-ce qu'on invente la vie qui va avec? C'est pas mal quand même, hein, comme transition. Voilà de beaux défis. Alors justement, j'ai envie qu'on ouvre le dialogue avec vous, entrepreneurs sur ce territoire que vous connaissez bien. Eh bien, on va commencer avec le premier défi proposé par Édouard Philippe, l'activité de flux. Alors j'ai envie de commencer forcément avec vous, Sonia Dubès, vous êtes présidente de Logistique Seine-Normandie. Comment vous pensez justement cet axe Seine, cette activité de flux pour contribuer à cette résilience, à cette transformation de l'économie ? C'est sympathique de donner ce genre de défi. Déjà, Logistique Seine-Normandie, c'est un regroupement de logisticiens, de transporteurs et de gens. De mon vrai métier, c'est pas ça. Hein, mon vrai métier, c'est de vendre des chariots élévateurs, donc de mettre des machines dans les entrepôts logistiques. Nous sommes dans les flux, mais nous dépendons de ce qui arrive et de ce qui part dans notre métier. C'est-à-dire que nous sommes dans la résilience. Enfin, quand on parle résilience, je me dis que nous, finalement, on fait de la résilience depuis toujours, puisqu'on est globalement peu visible. Sauf, je remercie d'ailleurs l'État, parce qu'on a été très mis en avant pendant la période Covid, parce qu'on s'est aperçu que la logistique était importante pour faire fonctionner tout un pays. Et ça a remonté le moral des équipes, parce que nous avons toujours travaillé non-stop et nous n'avons jamais fermé. Donc la résilience est ancrée en nous. On n'est pas forcément très bien vu parce qu'on mange des mètres carrés. Il y a des camions qui viennent autour de nous. Donc on est considéré peu employable, parce que des grands entrepôts et peu de main-d'œuvre. Quoique, on en a quand même pas mal. Plus des transports qui polluent. Donc on peut se dire qu'on fait un ensemble qui n'est pas très favorable au développement de demain. Quoique, quand on regarde bien, on s'adapte en permanence. Nos entrepôts sont aujourd'hui très décarbonés. On met des panneaux photovoltaïques, on est en éclairage LED, on est très attentif au mode de chauffage. On essaie aussi avec nos transporteurs. Nos transporteurs évoluent énormément. Ils sont tous en motorisation dernier cri, ils ont changé leur flotte. L'hydrogène va arriver, mais n'est pas encore là tout de suite. L'intérieur des entrepôts sont équipés que d'engins électriques, mais pas depuis là, depuis toujours. Probablement qu'on n'a pas assez communiqué et pas assez dit que finalement, on a déjà avancé vers ces transitions et vers ces organisations. Nous, nos défis de demain, et pour intégrer ce que disait Monsieur le ministre, c'est comment amener nos gens dans les entrepôts, et plutôt un côté très social. C'est-à-dire qu'il
Il y a eu pas mal de chômage à un moment donné, effectivement, et nous avons la chance d'avoir un métier où on peut prendre ces gens à qualification moyenne, les attirer vers nos métiers et leur donner un emploi. Et du coup, là, on a une cohérence sociale entre nos entrepôts, qui certes prennent de la surface foncière, et on en a besoin, mais attirer aussi de l'emploi qui permet de développer. Après, l'idéal pour nous, c'est que nos entrepôts soient au plus près de cette fameux axe Seine, c'est-à-dire que le Havre est un aspirateur maritime et il est mieux de faire transporter un camion que de tracter un conteneur. Si je prends des exemples comme Bacardi ou Nutricet, par exemple, ce sont des métiers où il est mieux de charger leurs marchandises dans un camion que dans un conteneur, puisqu'on en change 35% en plus, et donc on diminue le taux carbone sur cette marchandise. Donc l'intérêt, c'est de trouver des solutions comme ça, mais de les amener au plus près de là où ça se transporte et de travailler le multimodal, la Seine, le rail et la route. Alors justement, sur ce multimodal, parce que c'est un enjeu fort, on sait le poids de la mobilité dans les émissions de gaz à effet de serre, quels sont les retours de vos adhérents, quelles sont leurs attentes justement pour développer cette multimodalité, qu'elle devienne le socle et qu'elle soit facilitée sur l'ensemble des activités? On avait, il n'y a pas très très longtemps, au Havre, parlé justement de cet axe Seine, et on se disait que finalement, quand il y a du transport, c'est peu intégré dans l'esprit des gens qu'on peut aussi transporter sur l'eau. Sur le rail, c'est à peu près intégré, ça mérite de s'améliorer. Sur le fleuve, c'est pas encore intégré. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures, parce que c'est cher. Donc des grands groupes, et on va mettre bientôt une barge à hydrogène. Ferrero fait un très bel exemple pour transporter sa marchandise sur la Seine pour Monoprix. Donc, mais on est plus dans de l'implication, mais dans du marketing. L'équilibre économique n'est pas là. Nos entreprises, elles ont besoin d'avoir un équilibre économique. Donc là, on a vraiment besoin de travailler tous ensemble, à la fois les logisticiens, à la fois les transporteurs, mais aussi nos administrations et nos élus, pour travailler dans la même voie qui est de nous améliorer sur ce fret. Donc ça travaille beaucoup, beaucoup sur le Havre, ça travaille pas mal sur Rouen, et on peut s'améliorer sur l'axe Seine. Il nous reste encore une zone comme Alizé ou Pitre, par exemple, où là, on pourrait aussi optimiser l'axe Seine. Donc on a encore des travaux. Ça ne se fera qu'en commun. Notre intime conviction chez LSN, c'est que plein de têtes intelligentes qui travaillent ensemble, même si on a des avis différents ou des opinions différentes, plus on travaille ensemble, plus on va être efficace. Et on a besoin de nos élus et de notre administration. Et d'ailleurs, on retrouve un des enjeux, pour vous qui étiez présents peut-être hier, de cette résilience qui doit se jouer en articulant différentes dynamiques, différentes échelles, des interdépendances qu'il est important de comprendre pour justement générer de l'efficacité. Juste en social, rajouter que nous, on a un grand besoin de formation. Voilà. Très bien. Il y a des exemples qui existent ailleurs, mais on y travaille. Et puis LSN a développé le 6PL qui est la logistique de demain en développement durable, qui nous permet d'avoir un repère, en tout cas, pour pouvoir aider nos entreprises à se développer. Très bien. Alors j'ai envie d'aller vers vous, François Boucher. Vous êtes le président de Valgo. Je viens vers vous parce que vous travaillez sur un site emblématique des enjeux de transformation industrielle, le site de Petroplus que vous avez racheté, puisque votre entreprise Valgo travaille à la dépollution notamment de sites industriels, et que sur cette opération, la Seine joue un rôle important en termes de mobilité. Donc j'aimerais que vous nous disiez pour vous ce qui se joue à Petroplus, comment ça s'inscrit dans cette résilience économique. Merci de donner la parole, et puis je voulais remercier Nicolas Maillard-Rossignol de m'avoir invité. Valgo, effectivement, c'est une entreprise normande, je tiens à le dire, même si mon accent, en plus aujourd'hui enrhumé, ne montre pas forcément cette région. Nous avons fait notre siège social lors du rachat de ce grand malade, ce que j'ai l'habitude de dire. Un grand malade, parce qu'il y avait de la pollution, puis il y avait un passif, bien sûr, social fort. Et le job de Valgo, c'est d'essayer de trouver, avec des partenaires, surtout pas seuls, des partenaires, bien sûr, d'abord publics et privés, des investisseurs, de trouver une nouvelle vie à ces sites. Donc, on connaît aujourd'hui l'avancée de cette opération. On essaye d'en faire d'autres aussi, je tiens à le dire, sur l'axe Seine. On ne tourne pas que sur l'opération de Petroplus. Je ne sais pas si on passe une petite... Oui, on a une petite vidéo. On la passe maintenant? On la regarde maintenant? Oui, je pense que ça serait bien, parce que c'était un moment important pour Valgo et pour Rouen, je pense, c'est pas à moi de le dire. Mais on n'a pas pu faire
donc une grande inauguration lors de la chute des cheminées de Petroplus, qui est quand même un grand symbole de Rouen. Alors, Valgo avait fait à Toulouse une opération avec la grande cheminée AZF, et maintenant là, on va voir ce qui s'est passé le 7 novembre. Voilà, c'est un grand symbole qui tombe. Comme ça avait été il y a 20 ans, enfin 17 ans exactement pour la tour d'AZF, ça a été aussi une consultation publique, parce que le métier de revitalisateur de site, qui est un nouveau métier, c'est un métier qui se fait bien sûr avec l'ensemble des citoyens, ça déborde largement du monde du privé. Donc là, la décision a été prise de tirer cette cheminée, et derrière, d'ouvrir un nouveau grand programme. Donc ce programme, effectivement, il se tourne clairement sur la Seine. Aujourd'hui, concrètement, Valgo utilise beaucoup la Seine dans ses opérations, parce que nous charrions énormément de terre par la Seine, donc de Paris, des grands projets parisiens vers la Normandie, et notamment vers notre site, ce qui permet de faire des économies. Donc, il y a beaucoup de choses vertueuses qui sont en train de se découvrir en ce moment, c'est ce que je voulais dire, sur la relance économique de sites en bord de Seine, parce qu'amener des terres, ça amener aussi de la valeur, amener de la capacité à reconstruire ce site. Donc, on est en train de faire cette opération, et pour vous donner ordre de grandeur, on charrie en moyenne 3000 tonnes de terre par jour en ce moment. Donc, c'est beaucoup de péniches qui viennent, et c'est beaucoup mieux que de faire du camion. On parlait du camion, bien sûr, on a utilisé. Sachez que ça coûte plus cher de faire ça, mais on a pris le parti pour l'enjeu sociétal de Valgo de continuer à faire par barge. Et je pense qu'à force de faire des barges, ça coûtera moins cher, parce que les activités économiques sont comme ça. Plus on utilise, plus les prix, on le sait tous, diminuent. Donc ça, c'est une première étape qu'on fait. En même temps, on développe sur la Seine, mais quand même avec des branchements aussi routiers, une grande plateforme logistique qui va accueillir, j'espère, on compte 2500 emplois. Et plusieurs acteurs logistiques seront présents, de toute la palette des acteurs logistiques, je dirais, de la messagerie en passant par les petits colis ou des colis plus gros. Donc tous les acteurs logistiques seront présents, on en est ravis. Et à côté de ça, pour relancer aussi l'activité, je dirais, de recherche et de développement qu'il y avait sur ce site, parce que ce site était un grand site de recherche historiquement dans le pétrole. Donc on a relancé beaucoup de laboratoires de recherche, et Valgo a investi ce laboratoire, et d'autres grosses sociétés telles Eurofins viennent d'investir ce laboratoire parce qu'il était immense. Alors j'aimerais justement que vous l'activité, je dirais, de R&D et d'innovation, c'est pas qu'un grand projet logistique, mais vu la taille du site, c'était tout à fait logique en face de la logistique. J'aimerais justement que vous nous en parliez un peu plus de ces enjeux d'innovation, parce qu'on a vu ces cheminées qui tombent, et le rebond, c'est aussi dans l'innovation. Vous développez le pôle d'innovation des Couronnes. Donc j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Donc, le pôle d'innovation des Couronnes, à l'origine, c'est prendre l'écosystème de l'environnement que porte Valgo, donc qui fait du désamiantage, qui fait de la dépollution de l'eau, qui fait de la dépollution des sols. Donc on a fait venir nos partenaires, je citais tout à l'heure Eurofins, qui est un grand laboratoire d'analyse. On a fait venir nos partenaires pour faire un cluster, si on peut employer ce mot, de manière à générer, je dirais, plus d'activité sur le site, et d'aller plus vite, de gagner du temps. Parce que quand on a les partenaires à proximité, restons concrets, il y a plus d'émulation, on gagne du temps. Donc aujourd'hui, c'est une quinzaine d'entreprises qui sont autour de notre périmètre, des laboratoires qui analysent l'amiante, des laboratoires qui analysent les eaux, beaucoup de choses comme ça. Et j'espère, à l'arrivée, c'est un très grand projet, donc on ne peut pas tout faire en même temps. À l'arrivée de la plateforme logistique, qui est aussi la grosse source de financement de ce projet, parce que je n'ai pas parlé, mais ce genre de projet, c'est une initiative privée qui demande beaucoup de financement. Du côté Valgo, c'est plus de 50 millions d'euros déjà que nous avons investis. Les partenaires actuels ont déjà mis, notamment le groupe Bolloré, plus de 150 millions d'euros. On est déjà à 250 millions d'euros d'investissement, alors que le projet est en cours, il finira dans 2 ans. Donc ça sera plus de 400 millions d'euros d'investissement. Donc tout ça, ça se fait avec les difficultés de Covid et de financement qu'on peut imaginer, parce que ce n'est pas des périodes simples. Enfin voilà, donc sur la partie innovation, effectivement, on aimerait encore faire venir, il y a encore de la place pour attirer des sociétés qui évoluent encore une fois dans notre écosystème. Ça peut être des énergies renouvelables, ça peut être des choses comme ça. Les énergies renouvelables, on a
des essais en ce moment avec 2 ou 3 start-up qui sont venus, mais c'est beaucoup de R&D à développer avant de dire que ça fera des projets industriels, mais on est quand même dans l'initiative. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des attentes pour accélérer ce mouvement, ces dynamiques que vous portez auprès des pouvoirs publics notamment? Donc, je signale aussi que les pouvoirs publics ont beaucoup aidé ce projet. Et l'expérience qu'a Valgo de faire des sites, on a fait à peu près 40 revitalisations depuis notre création. Finalement, on s'est aperçu que c'est les grands sites qui sont les sites, je dirais, presque les plus faciles à revitaliser, parce que tous les acteurs économiques et bien sûr publics et les collectivités sont tout de suite sensibilisés aux enjeux. Finalement, donc, honnêtement, on a été beaucoup aidés. Il y a eu des aides même d'État qui ont fait que le projet pouvait démarrer. Ensuite, c'est à la sphère privée de le faire accélérer, de le faire finir. C'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Merci à vous. Le deuxième... D'autres initiatives, je veux dire. Oui. En gros, beaucoup de choses devraient se passer autour de l'axe Seine. Et j'insiste vraiment sur le côté des transports logistiques par barge. On a découvert on redécouvre ça en ce moment. Ça relance l'activité. C'est des termes, mais je pense que c'est important de montrer la voie. Voilà. Très bien. C'est entendu. On y reviendra tout à l'heure avec les élus ici présents. Le deuxième défi évoqué par Édouard Philippe, c'était la transformation de l'industrie, en particulier des modes de production. Nicolas Mayer-Rossignol parlait aussi de changements structurels. Ça m'amène à me tourner vers vous, Thomas Denis, directeur de Renault Cléon. Cette transformation des attentes des consommateurs, mais aussi ces enjeux climatiques font qu'il ne se passe plus à Renault-Cléon la même chose qu'il y a 10, 15, 20 ans. Quelles sont les innovations que vous travaillez et quelles sont finalement, quelle est la dynamique, les tendances de transformation? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le site de Cléon était depuis toujours en fait, le site de référence des moteurs thermiques et des boîtes de vitesse. Et en fait, on a commencé une petite aventure il y a 10 ans sur le moteur électrique. Donc ça a commencé tout doucement par le moteur de la Zoé. Et on est en train de monter en puissance. Et en fait, si je devais finalement donner 2 mots qui ont marqué les 10 dernières années pour Cléon, c'est s'adapter et évoluer. Alors, s'adapter, quand vous comparez un moteur thermique à un moteur électrique, vous retrouvez des corps de métier qui sont similaires, mais qui est nécessaire de faire évoluer. Alors, je vais vous donner un petit exemple, je vais ouvrir une petite parenthèse technique. Sur un moteur, vous avez une boîte de vitesse, donc vous avez généralement 5-6 rapports. Et puis sur un moteur électrique, vous avez ce qu'on appelle un réducteur. Donc c'est finalement une boîte de vitesse qui paraît très simple, c'est marche avant, marche arrière. Donc on peut se dire, mais finalement, c'est beaucoup plus simple de faire un moteur électrique. Sauf que vous êtes obligé de faire évoluer et adapter vos standards, puisque finalement, ce que recherche un client sur une voiture électrique, c'est le silence, en fait. Et donc, on a dû reprendre en fait, tous nos standards d'usinage, parce qu'en fait, une boîte mécanique, vous pouvez admettre qu'elle soit un peu bruyante parce qu'elle est couverte par le bruit du moteur. Sur un moteur électrique, c'est totalement interdit. Donc ça, c'est une première phase d'adaptation. Et on a également une phase d'évolution intense, puisque finalement, lorsque vous faites du moteur électrique, vous créez des nouveaux métiers. Donc il y a plein de termes savants, on parle de bobinage, on parle d'imprégnation, et là Cléon avait un avantage important en tant que site de référence du groupe Renault, c'est que au même endroit vous aviez un écosystème qui regroupait la production, le process et puis le bureau d'études. Et ça fait qu'un terrain de jeu qui a finalement duré 10 ans, ça nous a permis finalement de créer et de développer des nouveaux standards sur ces nouveaux métiers. Alors, ce qui est important, c'est cette notion de métier. Sonia Dubès en avait parlé, l'enjeu de l'emploi, d'attirer vers ces emplois. François Boucher nous a parlé, là aussi, de ces perspectives d'emploi. Comment, justement, on accompagne ces changements de compétences, ces nouvelles compétences ? Alors, en fait, on l'a abordé à Cléon sous 2 axes. Le premier axe était un axe qui était finalement assez facile à développer. On a voulu donner, en fait, à notre personnel la connaissance du produit. Donc, en gros, le moteur électrique... comment ça fonctionne, c'est un rotor, c'est un stator, donc c'est vraiment une connaissance d'ensemble. Et puis là, on est en train de rentrer à partir de 2022 dans une phase un peu plus développée, où en fait on veut vraiment restituer toute l'expérience, toute l'expertise qu'on a développée au niveau des 10 dernières années. Donc notre directeur général pousse un projet qui lui est très cher, qui s'appelle la Rhino University. Alors c'est plein d'anglicismes, mais c'est pour expliquer la transformation des compétences. Et ça va se décliner à Cléon en 2022 au travers de ce qu'on appelle l'E-Mobility Academy. On est en train de travailler avec différents partenaires industriels pour finalement faire des cours, pour finalement former nos propres conducteurs d'installation à conduire ces nouvelles installations, dans un premier temps sur un public Renault et pourquoi pas par la suite élargir à un champ externe à Renault. Et comment vivent les salariés ces transformations ? Est-ce que c'est porteur de crainte, plutôt d'enthousiasme, de sentir qu'on participe à quelque chose, à une émergence ? C'est un mélange des deux.
un mélange des deux. À Cléon, beaucoup sont fiers finalement d'être le porte-étendard du groupe sur la partie électrique. Après, tout changement peut induire finalement une peur ou une crainte, et nous, c'est notre métier justement de regarder devant et puis de focaliser les équipes sur les challenges à venir en fait. En termes de tendance, quelle part prend le moteur électrique et les moteurs hybrides dans votre production par rapport aux moteurs thermiques ? Ça s'accélère. Hein. Je vous disais, le premier moteur, c'était le moteur de la Zoé en 2013. Là, on est bientôt sur un ratio en 2022. On va être quasiment sur du 50-50, puisqu'en fait, 2022, c'est très très riche pour Cléon. On ne va pas s'embêter. Puisqu'en fait, on va lancer bientôt le moteur de la nouvelle Mégane, qui est fabriqué à Douai. Et on a également inauguré des nouvelles lignes pour fabriquer le moteur hybride, la partie électrique du moteur hybride. Donc, on va être bientôt sur un ratio de 50-50 en fait en termes d'activité. Alors c'est intéressant que vous parliez de Douai, de développement de nouvelles lignes de production, parce qu'un des enjeux de cette transformation, c'est aussi comment on relocalise l'industrie et l'économie. Ça a été un des grands sujets traités par le plan de relance dans le cadre de la pandémie. Vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez là aussi des attentes? On a commencé un travail avec M. Maillard-Rossignol. En fait, il faut voir le tournant de l'électrique comme une opportunité. En fait. On peut le voir d'une façon pessimiste, on peut le voir d'une façon optimiste. Nous, on a choisi chez Renault, et moi je choisis de le voir d'une façon optimiste. Donc on redistribue un peu les cartes. Donc c'est forcément l'objet de nouvelles synergies potentielles. Et donc c'est un des sujets qu'on peut travailler avec la métropole et avec la région. Il me reste à venir vers vous, Emmanuel Assier. Vous êtes le président de WebAxis. WebAxis, ce sont des centres de données verts, Green Data Center. Donc dès le début, finalement, vous vous étiez positionné dans cette appréhension du monde d'après. Depuis un an, on parle beaucoup du monde d'après. Comment vous, depuis votre posture, vous percevez cette notion de résilience économique ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je pense que quelque part, et au regard de ce qui s'est dit aujourd'hui, on est dans un schéma qui, depuis un siècle et demi, nous parle de production, consommation, croissance, production, consommation, croissance, avec des logiques de cycle et de fonctionnement qui font qu'on s'est habitué à ça. Et on a rajouté un nouvel élément au paradigme en 1995, que c'est pas très loin. Moi, je parlais du monde numérique, mais 95, c'est l'arrivée d'Internet, effectivement, dans nos vies de tous les jours. Donc, si on observe, c'est très peu à l'échelle, effectivement, d'une société. On a rajouté accélération. Et quelque part, cette accélération qui s'est positionnée effectivement dans notre vie de tous les jours, personne ne pouvait supputer en 1995 qu'on ferait aujourd'hui ce qu'on fait avec le numérique et qu'il aurait pris une telle part dans nos échanges. Preuve en est encore effectivement la panne hier soir effectivement d'un des GAFAM, 7 heures de panne, et on voit effectivement la panique mondiale effectivement qui se positionne autour de tout ça, et il y a de vrais enjeux. Donc le monde numérique est un monde résilient déjà par définition dès le départ, parce que quelque part à la vitesse à laquelle on a dû évoluer et avancer, on dit souvent qu'une année entre guillemets numérique, c'est 7 années civiles. Donc on va très très vite dans les choix, dans les critères et dans les dispositions qui vont autour pour pouvoir prendre les axes et les pilotes. Face à ça, effectivement, cette résilience, ou quand on parle de green, moi j'aime bien aussi parler de responsable ou de notion effectivement de responsable. Le numérique est un élément qui pollue, même si on ne le voit pas parce qu'il reste assez virtuel. Et depuis maintenant, on va dire 2-3 ans, on se pose réellement les questions de fonctionnement par rapport à ça. Et on est dans une logique de croissance des usages face à cet outil, donc ou grâce à cet outil qui rend interdépendant, mais qui quelque part va poser un enjeu dans la décennie ou dans les 2 décennies à venir. On parle de 5% de la consommation mondiale aujourd'hui liée au numérique, et je dirais ça uniquement pour les parties outils et pas forcément pour les usagers en tant que tels. Donc on est face à une consommation croissance, et cette consommation croissante impose effectivement que chacun prenne conscience, en tout cas de ses usages et ses modes de fonctionnement. Donc nous on a fait le parti pris, en tout cas dans ces usages, de dire ok, comment on peut être responsable, non seulement effectivement responsable sur le plan consommation, mais responsable sur le plan aussi positionnement. Quelque part, est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui qu'une donnée produite effectivement sur un territoire doit traverser 4 fois la planète effectivement pour être utilisée, ou est-ce qu'en proximité on est capable d'offrir un service dit de qualité et avec effectivement des notions, puisqu'on en parle aussi depuis quelques mois maintenant de souveraineté, on en parle de plus en plus de souveraineté, est-ce qu'on est capable effectivement sur un territoire de fournir le service adapté aux entreprises qui va correspondre à leurs critères et avec un enjeu qui me semble somme toute majeur pour demain, qui va être l'humain.
Quelque part, aujourd'hui, le monde numérique n'est pas immatériel, il est physique, quoi qu'il en soit, avec des humains qui travaillent autour de tout ça et qui peuvent vous apporter une réflexion en tant que telle, et surtout réfléchir aux enjeux du cohérent et du non cohérent dans ce qu'on va faire sur le numérique. Parce que quelque part, on peut tout décentraliser dans une grande déchetterie numérique, mais quelque part, on parlait effectivement voilà, aujourd'hui de restructuration des territoires. Je pense qu'il est important de prendre conscience de cette notion de données et du poids de cette donnée dans le quotidien, quoi. Voilà. J'aimerais revenir vers vous, Nicolas Maillé-Rossignol, parce que on l'a dit hier, finalement, les métropoles, c'est une échelle stratégique parce qu'elle peut penser les enjeux de flux, de démographie, d'art de vivre, pour revenir à ce qu'évoquait aussi Édouard Philippe. Et pour autant, il y a des interdépendances, des proximités qui lui échappent. Donc, est-ce que vous vous sentez suffisamment avec prise sur l'ensemble des enjeux évoqués ici par les entreprises, les questions d'emploi, les enjeux de formation, les compétences ne sont pas forcément à la main des métropoles. Donc comment on accompagne, comment on s'outille pour soutenir ce processus? D'abord, il faut, pour vous répondre, partager à la fois la sidération et parfois aussi l'effroi, la frustration que peuvent connaître tous les élus locaux, je pense, de tous bords, quand, en recevant un fax, c'est arrivé, en l'apprenant par les journaux, c'est arrivé, on subit la fermeture d'un site, bref, des décisions qui sont le fait de processus qui nous dépassent largement. Mondialisation, phénomène structurel, déficit de compétitivité, pression écologique, et parfois pour de très bonnes raisons, mais comme élu local, vous êtes par définition dans le local, et donc ces éléments-là, vous les subissez aussi, et d'une certaine façon en solidarité avec les ouvriers, les salariés, les chefs d'entreprise, les acteurs publics, parce qu'une entreprise qui ferme, je dis souvent, c'est la triple peine, hein, c'est les emplois, bien sûr, c'est aussi souvent des questions de pollution ou de dévolution qui payent, et puis c'est aussi une perte fiscale, et donc moins d'argent public pour des projets publics. Donc, il y a cet élément, effectivement, de déception, de frustration, de sidération. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a des outils locaux d'intégration. Le fait, il faut quand même le rappeler, hein, le fait d'être dans une communauté urbaine, pour le Havre, ou d'être dans une métropole, ça a des conséquences en termes de bonification fiscale, d'intégration des politiques, de mutualisation, d'économie d'échelle, qui sont en elles-mêmes intéressantes. Et puis, si j'ose dire, pour ceux qui connaissent France Inter, il faut essayer de se hisser sur les épaules des géants. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a la chance, parce que c'est aussi une chance, d'être à côté de Paris, évidemment que Rouen ne peut pas se comparer à Paris, mais on sait qu'on a énormément de flux avec Paris. Et on sait qu'on a aussi à la fois des contraintes liées à Paris, bien sûr, contraintes d'urbanisme, aspiration de talent, etc., et des opportunités. À nous d'en tirer le meilleur et de trouver la synergie de cela. Et sans flagornerie, quand on a la chance d'avoir un Premier ministre ou un ancien Premier ministre pas loin, c'est plutôt mieux d'essayer, surtout quand on se connaît un peu, de travailler ensemble. Surtout que, je l'ai dit au Havre il y a une semaine, je ne vais pas me déjuger, quand le Havre va bien, Rouen va bien, réciproquement. Je veux dire, on est, comme l'a dit Édouard, on est sur une échelle qui est pertinente. Il y a l'échelle administrative, des métropoles, des intercommunalités, etc. Mais l'échelle la plus pertinente vue de Hong Kong, c'est la Seine. Ce n'est pas Rouen ou le Havre ou même Paris. Donc, il faut essayer de trouver les éléments qui font sens, corps, solidarité, pertinence ensemble. Et là, dans les exemples qu'on vient de voir, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien quelque chose qui est quand même fondamental et qui est porteur d'espoir. C'est que notre base historique, culturelle, économique, industrielle, portuaire n'est pas un handicap pour la résilience, n'est pas un handicap pour la transition. C'est, on l'a vu sur plusieurs exemples, au contraire, un ferment fertile pour les nouveaux métiers, pour les évolutions des qualifications, pour la production de moteurs électriques, pour des data centers avec des métiers du numérique, à condition de développer l'écosystème, pour la dépollution des sols, parce qu'on a effectivement un territoire extrêmement pertinent pour créer de la valeur là-dessus. François l'a pas dit, mais il y a des relations avec l'INSA, par exemple, l'école d'ingénieurs ici, parce qu'on crée des masters, on crée des formations. On l'a pas dit, Édouard l'a pas dit, mais quand Le Havre construit son usine d'éoliennes, on a une équipe à l'INSA aussi, d'ailleurs, qui fait de la recherche sur l'intermittence des énergies marines renouvelables. LSN a des programmes de formation, vous l'avez dit, elle a aussi des programmes de recherche pour développer la multimodalité, etc. etc. Et on s'appuie, c'est à la fois une révolution et une évolution. C'est une révolution dans notre façon de concevoir le territoire.
jouer plus collectif, être soudé, se tourner vers l'avenir, porter notre territoire. On n'a pas toujours été très bon là-dessus. Porter notre territoire à une échelle qui nous dépasse, mais dont on sait que les retombées vont être positives pour tout le monde et pas jouer l'un contre l'autre. Et c'est une évolution parce qu'on s'appuie sur les métiers, les qualifications, la base économique. Là, on a beaucoup parlé d'industrie, on pourrait aussi parler du commerce, du tertiaire, de la culture, des facteurs de rayonnement. Il y a aussi ça. Je vais vous donner juste un exemple. Alors Paris, peut-être dans une position un petit peu ambivalente par rapport à ce que je vais dire, vous allez comprendre. Mais pour le reste de l'axe Seine, de Vernon jusqu'au Havre, on est tous raccords. Capitale européenne de la culture. Capitale européenne de la culture, c'est Rouen-Vallée de Seine, 2028. On a toutes nos chances. Il y a d'autres candidatures magnifiques. Mais la plus belle, c'est la nôtre. Non, mais parce qu'on a justement un concept au cœur de tout ça, et qui est complètement lié au fleuve, c'est précisément ce concept de résilience. Je rappelle que sur Capitale européenne de la culture, juste que tout le monde ait bien ça en tête, le sujet n'est pas une récompense pour 30 ans de magnificence culturelle. Le sujet est de voir comment les territoires, éventuellement à partir d'une situation défavorable, d'une situation fragile, d'une situation incertaine, arrivent à créer une dynamique culturelle qui n'est pas le fait juste des artistes, mais qui regroupe des territoires, qui regroupe des acteurs économiques, culturels bien sûr, associatifs, politiques, ensemble, et qui crée cet élan. Et on est au cœur d'une résilience. Alors vous allez me dire, c'est pas économique. Bien sûr que si. Regardez Lille en 2004. Qui peut dire que ça n'a pas eu d'impact économique pour Lille, le fait d'être capitale européenne? Alors 2004-2028, c'est pas la même histoire en termes de jury, évidemment. Mais là, il y a un enjeu économique de résilience pour un territoire. On l'a vu sur les 500 ans du Havre. 500 ans du Havre, un événement magnifique pour tout le territoire de l'axe Seine. Et on était très fiers d'y contribuer à notre mesure. Donc, cette résilience, bien sûr, c'est normal qu'on appuie sur le portuaire et l'industriel, et bien sûr, sur les métiers, on voit bien le sens. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi tout le tertiaire derrière, avec le commerce, l'assurantiel, le bancaire, et donc le culturel, on pourrait parler du sportif. 2024, les Jeux Olympiques, les 150 ans de l'impressionnisme. En même temps, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Absolument. J'aimerais, Édouard Philippe, peut-être revenir sur le troisième défi que vous évoquiez, le plus compliqué. Comment on partage cet art de vivre, notamment pour faire toujours le lien avec les enjeux économiques et industriels. On est dans une région avec une véritable intensité et dans la relation des industries dans le tissu urbain, on a ces vraies proximités. Il faut à la fois lutter contre l'étalement urbain. Comment on fait que les habitants finalement se retournent vers ces industries pour les accepter, les comprendre, et on voit les opportunités, mais comment ça se joue ça? J'aimerais bien avoir le plan et le dérouler, mais simplement, j'ai pas le plan tout seul. D'ailleurs, quand même j'en aurais un, ce serait pas forcément le bon. Mais c'est une question compliquée, parce qu'encore une fois, on se la pose chacun d'entre nous. Il n'y a pas un maire qui ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'il concilie le développement urbain, le respect, le développement économique, la qualité de vie. Tous les maires se posent ça en permanence. Mais la question, c'est comment on se le pose sur Axe Seine. Et comment est-ce qu'on essaie de faire des choix qui sont complémentaires, qui se répondent, qui sont coordonnés même d'une certaine façon. Sans imposer, hein, mais... et ça, c'est pas facile, parce qu'il faut des instruments d'aménagement, il faut une conjonction, une forme de convergence intellectuelle, programmatique à un certain nombre d'égards. Je vous en donne quand même quelques exemples. Tout à l'heure, on parlait beaucoup du véhicule électrique. Moi, mon sentiment, c'est que l'industrie est en train de faire le boulot. Renault, d'ailleurs, est plutôt parti en avance. Mais enfin, vous êtes rattrapé par des gens qui vont vite aussi. Si, ils sont juste derrière, mais ils arrivent vite. Donc je dirais que l'industrie a fait son boulot. Le consommateur commence à être assez près. Est-ce qu'objectivement, sur un territoire pertinent du point de vue du véhicule électrique, mais je dirais même très pertinent du point de vue électrique compte tenu de l'intensité des flux sur 200-250 km, est-ce qu'objectivement, en termes d'aménagement urbain, routier, autoroutier, est-ce qu'on est au niveau du développement du véhicule électrique? Je ne suis pas complètement certain. Je ne suis pas complètement certain que sur le plan autoroutier, on ait fait on ait pris les bonnes décisions, et je sais, moi, je le dis très tranquillement, j'ai passé un certain nombre de procédures pour développer très rapidement des bornes de recharge électrique dans l'espace urbain au Havre.
Mais il est minuit moins 2. On est presque à la bourre. Donc il faut aller vite. Si on veut accompagner le développement du véhicule, bon. Eh ben, typiquement, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà un bon exemple de question qui ne dépend pas simplement de l'industriel, même si le marché peut la prendre en compte. Et on a besoin d'avoir une réflexion qui ne soit pas simplement urbaine, qui ne soit pas simplement chez moi, mais qui soit avec Rouen, qui soit avec Paris, qui soit d'ailleurs avec l'autre côté de l'eau, comme on dit chez moi au Havre, c'est-à-dire avec Honfleur et Deauville, parce que ce sont des destinations et parce qu'on a besoin d'imaginer une politique d'axe. Voilà un exemple. Il est, si j'ose dire, d'une grande banalité, mais il est indispensable. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Moi, à titre personnel, je maintiens que si on veut être à la hauteur des enjeux, de la transition, de la résilience, on a un sujet d'étalement urbain. Il y a des sujets comme ça, parfois ça vous frappe et puis ça devient une obsession. Alors je ne vais pas ennuyer tout le monde, avec mes obsessions. Sinon je vais m'allonger. Mais l'étalement urbain, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de planification urbaine, c'est un sujet économique, parce qu'au fur et à mesure qu'on étale la ville, on étale les réseaux, au fur et à mesure qu'on étale les réseaux, on fait forcément varier le coût marginal de raccordement au réseau, le coût moyen d'utilisation du réseau. C'est vrai pour le réseau électrique, c'est vrai pour tous les réseaux. On a une emprise qui est de plus en plus forte sur des espaces naturels, j'allais dire mécaniquement, hein, et disons-le, avec cet étalement urbain continu, hyper rapide dans les 40 dernières années, on abîme d'une certaine façon. Je le dis, j'ai des copains maires qui vont me dire, mais quoi, on abîme, on a le droit de construire un lotissement à 30 km du Havre. Bien sûr qu'on a le droit de construire un lotissement à 30 km du Havre. Mais enfin, regardez la tête qu'ont nos villes aujourd'hui. Et nos villages avec des entrées de ville qui sont massacrées, avec des champs et donc des activités agricoles qui se trouvent enserrées par des constructions, ce qui ne l'interdit pas l'activité agricole, mais ce qui commence à la contraindre, avec une demande de services urbains dans des espaces qui sont très largement périurbains, voire ruraux, qui littéralement nous mène à une forme d'impasse. Alors c'est une impasse écologique si on veut, c'est une impasse urbaine si on veut. Bon, comment est-ce que, sur un axe Seine, parce qu'on peut évidemment chacun de son côté essayer de lutter contre l'étalement urbain, faire de la ville plus dense quand on a besoin, mais comment sur un axe Seine on réfléchit à ça? Parce que ça ne peut être que coordonné, me semble-t-il, pour que ce soit efficace. Et bien ça, pour ça, il faut une forme de convergence intellectuelle, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps ensemble, en vérité, avec la maire de Paris, avec le maire de Rouen et avec le maire du Havre, pas simplement parce qu'on s'apprécie, mais parce que sur un axe comme ça, s'il n'y a pas une forme de convergence intellectuelle, de grammaire commune, indépendamment des opinions politiques qui peuvent être assez différentes, ça n'a échappé à personne, mais une forme de grammaire commune sur la vision qu'on veut, alors on sait qu'il ne se passera rien. En tout cas, qu'il ne se passera pas les choses qu'on souhaite. Et donc il faut essayer, en respectant chacun, d'imaginer ces instruments nouveaux. On le fera peut-être, on a commencé sur des questions de transport, on le fera peut-être sur d'autres questions d'énergie, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour moi, c'est un sujet. Et puis du point de vue de l'État, il y a un sujet qui là aussi est un sujet de discussion ancien qu'on a avec Nicolas et avec d'autres, que nos prédécesseurs avaient d'ailleurs entre eux. C'est comment est-ce que, et c'est une question intéressante, comment est-ce que sur un territoire aussi vaste que l'Est de Paris jusqu'à la mer, où vous avez deux régions, qui sont deux régions, une qui est surpuissante et une région puissante, des métropoles, des intercommunalités, des départements, qui ont tous leur légitimité, il ne s'agit pas de la contester. Comment est-ce que vous avez un aménagement cohérent? Et donc comment est-ce que l'État coordonne? Il ne s'agit pas d'ordonner, il s'agit de coordonner. Coordonne cet aménagement, cette évolution de l'aménagement. Et reconnaissons les choses. Aujourd'hui, on a une délégation interministérielle, donc on a une expertise qui est réelle. On a une forme de secrétariat et de coordination qui n'est pas du tout, je ne critique pas, qui n'est pas négligeable du tout, qui est utile. Mais on n'a pas le bras armé et l'intelligence collective, l'instrument collectif qui nous permet d'être à la hauteur du défi. Et bien ça fait partie des choses
sur lesquels il faut quand même qu'on avance un petit peu. Alors, Édouard Philippe, j'ai bien aimé cette expression de grammaire partagée, de convergence intellectuelle. Et il y a un élément qui faisait assez converger les discussions hier, c'est cette notion, alors on parlait de sobriété ou de frugalité en termes de consommation des sols, donc pour lutter contre l'étalement urbain, sobriété en termes énergétiques, avec des enjeux là aussi liés à l'emploi, etc. J'aimerais, en fait, c'est une question que j'aimerais partager avec vous, parce que hier on a parlé de ces termes-là en termes d'aménagement ou de ménagement du territoire. C'est aussi ce que les chercheurs nous disaient. Comment vous, sur cet enjeu axe Seine, cet enjeu économique ou qui reste très lié aux indicateurs de croissance, comment on peut s'approprier ce terme ou pas du tout? Comment on gère cette croisée des chemins pour cette résilience économique? Je commence avec vous, Édouard Philippe, notamment parce que je sais que vous devez nous quitter, je crois, dans quelques minutes. Mais j'aurais bien aimé que quelqu'un de plus intelligent que moi réponde à votre question, parce qu'elle est délicate. Nicolas, tu n'as pas une idée là, sur la question? Non, mais c'est vrai qu'elle est complexe, cette question, mais à un moment, il faut se la poser. On nous parle de sobriété pour cette transition, les sols, l'énergie, etc. Comment on arrive à articuler ça? Là encore, personne n'a la martingale, parce que c'est une question qui se pose à tout le monde. Édouard l'a développé sur l'enjeu spécifique de l'artificialisation des sols, qui est un de ces enjeux de sobriété, mais on pourrait parler, je sais pas moi, du chauffage des logements, où aujourd'hui on sait que dans beaucoup de logements, on chauffe en réalité l'air de la rue, parce qu'il y a des passoires thermiques. On pourrait parler du fait qu'on continue d'arroser des stades et des stades de football avec de l'eau potable, ce qui en termes de sobriété n'est pas l'exemple le plus formidable, etc. etc. Peut-être juste quelques mots-clés, quelques suggestions. Moi, dans ma toute petite expérience, il me semble qu'il y a au moins deux éléments nécessaires, pas suffisants, mais nécessaires. D'abord, il me semble qu'on n'est pas suffisamment bon sur les enjeux de planification. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs finalement de sobriété. Par exemple, la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour le coup, on est sur un horizon à 9 ans, donc on est sur une temporalité humaine. On n'est pas sur un truc dans 3 siècles. Bon. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'on a une planification, y compris qui se déclinerait année après année, de ce que cela veut dire, c'est moins 55% par an, dans les différents domaines, alors industrie, transport, logement, etc., qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Pour prendre juste cet exemple. La réponse est de mon point de vue, plutôt non. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il faut le Gosplan, mais il me semble que peut-être, justement, dans des échelles pertinentes comme celle de l'axe Seine, il y aurait un intérêt à en faire un démonstrateur. Moi, je trouverais très intéressant, pour dérouler un raisonnement vraiment qui est certainement plus complexe à mettre en œuvre qu'à décrire comme je vais le faire maintenant, mais ça serait très intéressant pour la France et même pour l'Union européenne de dire, ben voilà, on a un territoire pas trop grand, pas trop petit, qui a une dimension locale et une dimension internationale, port, accès à la mer, etc., mégapole et ruralité, industrie et environnement naturel, histoire et géographie. On en fait un démonstrateur de ce que ça veut dire que d'atteindre la sobriété voulue par l'Union européenne en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Pour prendre juste cet exemple. Bon. On prend les 3 ou les 4 grandes dimensions, industrie, logement, transport, j'en oublie, et puis on décline et ça nous donne quelques grands axes de construction. Par exemple, ça va nous donner des objectifs qui ne sont peut-être pas aujourd'hui suffisamment précisés, d'augmentation de la part de transport en commun, du vélo, d'alternatives à la voiture autosoliste, de covoiturage, de ce que vous voulez, à une échelle de l'axe. Peut-être que ça renforcerait l'importance politique de se pencher sur la ligne nouvelle Paris-Normandie ou sur le fret ferroviaire, par exemple. Peut-être que ça renforcerait ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fluvial, etc., etc. Idem sur le logement, idem sur l'industrie. À vrai dire, l'industrie, par des mécanismes privés, je pense, comme ça a été dit, a déjà plus ou moins intégré ces questions, peut-être pas suffisamment dans tous les secteurs, mais quand même on voit bien qu'il y a une évolution. Donc planification. Ensuite, ça peut-être que ça nous amènerait, puisqu'on parle parfois de décentralisation et de rapport au territoire, etc. C'est le deuxième mot-clé que je voulais suggérer, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant ce que je dis. Peut-être réfléchir aussi aux questions de périmètre, puisqu'après tout, nous avons aujourd'hui des périmètres institutionnels
qui ne sont pas toujours bien adaptés à ces échelles et à ces enjeux. On a des métropoles, des pôles métropolitains, des EPCI, etc. Comme ça a été dit, leur légitimité politique n'est pas contestable. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont adaptés ? Si je prends la logique de la gestion de l'eau, vous avez un bassin versant et vous avez des agences et des EPTB, etc., enfin des établissements publics sur les bassins, etc., qui sont adaptés à une échelle de l'enjeu. Là, bon, il y a des discussions en cours, hein, et de fait, on construit politiquement, entre Paris, Rouen, Le Havre, puis les autres intercommunalités, quelque chose qui soit à l'échelle. Mais pour autant, est-ce que l'outil juridique est là? Est-ce que l'outil institutionnel est là? Bon, il y a eu le contrat de plan interrégional quand même, qui était intéressant. Aujourd'hui, il est en fin de cycle. Je ne sais pas trop ce qui va arriver derrière. Ça, c'est le CPIER. Quant au CPER, il est toujours encalminé, ce qui est quand même un problème. Bon, on voit bien qu'on est un peu dans la limite. La délégation interministérielle est intéressante techniquement, mais elle ne peut pas assurer le portage politique non plus. Ce n'est pas un outil institutionnel au sens de ce que j'essaye de décrire. Donc voilà, il me semble que là, il y a... Parce qu'il faut de l'inclusion sur l'artificialisation des sols. C'est pareil ici, hein. Vous savez, la métropole rouennaise, vous avez 45 communes sur les 71 qui font moins de 4500 habitants, c'est-à-dire des communes dites rurales plutôt. Évidemment que quand vous leur dites qu'il faut le ZAN, le zéro artificialisation nette, entre exemple de sobriété, bah, beaucoup vous disent oh, bah, t'es gentil Coco, mais moi comment je vais me développer? Donc il faut arriver à fédérer et inclure. Or, si on regarde ces sujets, on les traite comment? PLUI, plan local d'urbanisme, intercommunal, c'est la métropole toute seule, avec donc des problématiques d'effet de bord avec tous les territoires autour, Bourg-Acharles, Quincampoix, Barentin, etc. Et SCOT, et là aussi, le schéma de cohérence territoriale, il n'est pas forcément à la bonne échelle. Donc voilà, juste 2 suggestions, hein, mais la planification, clairement, on a besoin de cela. Pas d'une façon dirigiste, mais d'une façon bottom-up, si vous voulez, qui se construit des territoires. Et puis l'inclusion avec peut-être des outils de gouvernance institutionnelle qui aujourd'hui sont peut-être à inventer. Emmanuel Assier, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Alors j'ai vu aussi que François Boucher, vous vous apprêtiez à prendre le micro. Donc Emmanuel Assier, puis je précise que j'ai dit une bêtise. Finalement, vous restez avec nous, Édouard Philippe. Donc c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas vous quitter. Emmanuel Assier. Quelque part, regarde ce qui se dit, je pense qu'on est en train de ressortir aussi sur les enjeux de l'intelligence collective. Quelque part, l'intelligence collective, c'est que effectivement tous les acteurs puissent réfléchir, etc. Et pour citer les exemples, on est en train de parler effectivement de moteurs électriques aujourd'hui au niveau effectivement de Renault Cléon. Pour notre part, il y a 6 ans maintenant, on récupérait des moteurs de véhicules électriques dans nos data centers pour stocker de l'énergie en faisant de l'autoconsommation. Voilà. À l'époque, si vous préférez, la loi de l'autoconsommation n'était pas sortie. On avait une dérogation sur un projet européen qui s'appelait Green Data Net. Et l'objectif, c'était production photovoltaïque, stockage sur des batteries de véhicules électriques de seconde vie. Parce que quelque part, on sait que sur ces véhicules électriques, à un moment, on est obligé de sortir les moteurs et d'en faire autre chose. Et donc, comment on peut recomposer par rapport à ça et voir les éléments. Donc, ça a pu se faire près du Havre. On parle effectivement d'écologie, donc à côté du Havre toujours. Moi, j'aime bien citer, aujourd'hui, utilisons les forces de nos territoires. Notre data center à côté du Havre, à 98,5% du temps, on le refroidit qu'avec de l'air. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut trouver effectivement sur nos territoires des logiques et des cohérences, en tout cas intellectuelles ou de fonctionnement, et c'est là où on doit se poser des questions. Après, dans les enjeux de demain, en tout cas moi ce qui m'interroge en tant qu'humain aujourd'hui, c'est cette logique de production. C'est-à-dire que quelque part on produit et on est sur une cycle de logique de croissance, et sans parler de décroissance, c'est comment on peut produire autrement. Je crois qu'en tout cas c'est une réflexion de la résilience, comment produire autrement, comment reproduire local aussi, voilà, sur nos territoires, tout un tas de choses, etc., qui vont pouvoir aider ou permettre effectivement de fonctionner sur des chemins courts. C'est-à-dire que voilà, je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a tout un tas de choses qu'on peut voilà, faire en local, en bonne intelligence. Et est-ce qu'on est prêt à accepter effectivement dans cette démarche-là la logique d'un coût qui sera aussi différent? Parce que quelque part, ça devient aussi fou dans l'industrie numérique. Vous cliquez sur un site effectivement situé en Chine et 48 heures ou 72 heures après, on vous livre avec tous les impacts qu'on peut connaître effectivement sur le plan logistique, etc. et autres, et se poser la question effectivement de ce qu'on produit et ce qui est réellement utile. Donc l'utilité, en tout cas, ou dans le schéma mental, ce qui va être peut-être compliqué demain, c'est de comprendre que peut-être on va devoir consommer autrement. Voilà, toujours comme le disait Monsieur Philippe,
avec effectivement une logique locale intelligente, c'est-à-dire quelque part comment se trouve effectivement l'industrie à côté effectivement des usages urbains, à côté de l'agriculture, et comment tous ces mondes en local peuvent fonctionner. En ce moment, je me chatouille sur un dernier exemple, et je m'arrêterai là, mais à discuter avec une société qui fait de la valorisation de déchets au Havre, qui s'appelle Binapi, et on s'amuse à se poser la question comment on peut récupérer des coquilles Saint-Jacques, etc., et donc les détruire pour en faire effectivement revaloriser ce déchet, etc. Mais ce déchet a besoin d'être séché. Moi, j'ai trop de chaleur dans mon data center. Comment je peux sécher avec ma chaleur, etc., ces coquilles sur un circuit court entre, on va dire, Saint-Romain-de-Colbosc et Le Havre, et gérer effectivement une boucle virtueuse qui va permettre derrière économiquement de faire des choses. Donc, il faut sortir des modèles, entre guillemets, et se dire, OK, tout est possible. Et un peu comme le disaient les Shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, essayons effectivement de poser autrement les choses, je crois. Donc, je retiens l'économie circulaire, sans doute comme levier de cette sobriété appliquée à la résilience économique. François Boucher, je vous donne la parole, et puis je vous le précise, juste après l'intervention de François Boucher, vous pourrez poser vos questions, donc il vous suffira de vous signaler pour que le dialogue s'ouvre de la scène à vous, à la salle ici, et puis vous qui nous suivez en ligne, vous laissez un commentaire sous le live sur la page Facebook de Métropole Rouen Normandie, et vos questions nous seront transmises. Oui, c'était un commentaire positif. Comme vous le dites vous-même, l'économie circulaire, c'est la solution. Plus il y a de pratiques de recyclage. Je citais tout à l'heure les terres. Si on utilise les terres sur un projet, parce qu'on les extrait, il faut bien les extraire pour faire des jolis des tunneliers, etc., enfin des voies de métro, et bien on les réutilise. Jusqu'à présent, je rappelle, les terres, on les excavait de gravières ou de carrières. Voilà. Ça, c'est un exemple concret de faire plus d'étalement urbain à la campagne. Il vaudrait mieux peut-être sur ces sites faire autre chose que des carrières. Premier point. Et dans le métier maintenant plus concret de l'industriel, éviter l'étalement urbain, c'est réinvestir les friches. Ça a été la baseline de Valgo au tout début. Valgo libère les friches. Eh bien oui, c'était acheter des petites friches que personne ne voulait parce qu'elles n'avaient que des contraintes au démarrage. Il y a eu, encore une fois, il y avait beaucoup de passifs social aussi, une image assez négative. Il fallait avoir le courage. Alors maintenant, il n'y a pas que Valgo, bien entendu, qui développe toutes ces activités, mais notre ambition, c'est de réinvestir des friches en bord de Seine et donc limiter l'étalement urbain. Les chiffres qu'on donne, pour terminer, avant la guerre, entre les deux guerres, 45 millions d'habitants en France, 4% du territoire occupé. Aujourd'hui, vous savez combien on est, pas tout à fait 70, et c'est plus de 10% du territoire qui est occupé, ou 8, j'exagère peut-être un peu, artificialisé. C'était un énorme sujet, et je pense qu'on se pose des bonnes questions. Je voulais être positif. Je pense qu'aujourd'hui, on se pose des bonnes questions, la dynamique est là, politique, les entreprises ont bien toute conscience de l'intérêt du recyclage, de la valeur qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. Donc voilà, c'était pour vous faire un message positif sur cette question. Se poser les bonnes questions, comme on dit, c'est déjà la moitié du chemin vers les réponses. Et je sais que les bonnes questions, elles sont aussi de votre côté dans la salle. Alors, j'aperçois déjà plusieurs mains levées. La première que j'ai vue, elle est ici, au 3e rang. La deuxième, ici, au 1er rang. Et puis, alors, j'ai pas forcément beaucoup de lumière. Ici, aussi. Allez-y. Alors, la consigne pour vos questions, vous vous présentez, et une prise de la concision, s'il vous plaît. C'est bon, je crois que ça fonctionne. Je me présente, Pascal Victor, président honoraire de la Maison d'Architecture de Normandie et architecte par ailleurs. Il y a maintenant 2 ans, j'avais été invité par l'association Axe Seine. C'était donc une personnalité de Aropa qui expliquer le développement économique, etc. Et tout d'un coup, elle a dit quelque chose qui m'a extrêmement touché, c'est de dire qu'on ne réussirait pas le développement de l'Axe Seine sans les citoyens et sans la culture. Donc la maison d'architecture, la plupart des élus ici sont partenaires de la maison d'architecture, et nous avons lancé donc il y a 3 ans le festival Zigzag, donc qui a pour objectif justement de donner une grammaire commune, d'avoir une culture commune sur l'ensemble de l'Axe Seine, par le biais de toute une série d'événements de Deauville jusqu'à Achères en région parisienne. L'objectif, il est justement de faire en sorte que les citoyens s'approprient ce magnifique projet de l'Axe Seine sous la dimension de la culture, avec ces sujets de l'étalement urbain, etc. Le week-end dernier, j'étais à Deauville, à Beuzeville, à Pont-Audemer. On est dans toute une série d'événements. Voilà, je pense que c'est une complémentarité et qu'il y a un tandem entre le développement économique, le tourisme, la culture.
Merci à vous. Et c'est vrai que cette résilience économique, elle se joue aussi dans nos têtes, donc dans nos représentations de ce que sont nos territoires et de ce qu'ils doivent devenir. Est-ce que quelqu'un veut réagir à la remarque? Moi, je trouve qu'il Sonia manque le Dubès. sport. Ah oui. Je trouve qu'il manque le sport. Pour un équilibre, il faut effectivement de la culture, de l'industrie, de l'économique et des clubs de sport. Il y avait une prise de parole ici au premier rang. Et puis ensuite dans la travée de gauche. Voilà. Oui, bonjour à tous. José Artuzard, moi je suis vice-président des vitrines de Rouen, donc je suis commerçant à Rouen. Et je vais vous parler un petit peu des petites entreprises. Étant donné aussi que je suis au collectif national pour la défense du commerce de proximité, vous m'avez compris, je suis préoccupé par beaucoup de choses. Et en particulier, et là je me tourne vers M. Boucher, vous n'avez pas cité le projet Amazon dans votre zone. Je suppose que ce n'est pas encore d'actualité, mais nous, on est très préoccupés, étant donné qu'on a déjà un magasin de distribution. Donc, la question est simple. Est-ce que Amazon va vraiment s'installer? C'est une noria de camions pas possible, parce qu'Amazon ne se servira pas de l'axe Seine. Il ne s'est pas servi des autres fleuves. Je ne vois pas pourquoi il se servirait de l'axe Seine. Donc ça, c'est la plus grosse préoccupation actuellement. Mais il n'y a pas que celle-là, bien sûr. Nous, commerçants à Rouen, on est intéressés par tout ce qui pourra nous faire progresser. Je rajoute que j'ai fait 40 ans d'industrie à l'usine de Cléon et je sais très bien comment a évolué l'industrie de la voiture. Voilà, merci. Merci, monsieur. J'entendais justement ce matin à la radio cette expression de France Amazon. Comment vous appréhendez Édouard Philippe, Nicolas Maillé-Rossignol et puis également François Boucher? Vous pouvez peut-être nous éclairer sur le projet, ce qu'il en est? Alors, d'abord, je ne travaille pas pour Amazon. Oui. Je préfère le dire clairement. Et le travail de Valgo, c'est de revitaliser des sites et de faire venir des industriels ou des partenaires financiers. Donc, effectivement, il y a un partenaire financier, non pas Amazon, qui a acheté une grande partie des terres, si je puis dire, des terrains de la raffinerie, pour y implanter, sur une zone importante, un dépôt de permis de construire a été fait et il y a eu un recours. Donc, ma réponse, elle est, aujourd'hui, Amazon a posé le stylo, comme tous les industriels ou les investisseurs, quand il y a un recours, ils essaient de voir si ce recours aboutira. Voilà, et je ne pourrais pas faire plus de commentaires, encore une fois, parce que c'est à Amazon de répondre à ce genre de questions sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur les petits commerces, sur la distribution. Je pense qu'ils sont tout à fait à même de répondre à ces problématiques. Voilà, mais en tout cas, pour Valgo, je tiens à signaler que nous, notre engagement, c'est de revitaliser. On ne va pas jusqu'au bout de l'impact de la chaîne économique. On est là pour trouver des solutions. Et voilà, il y a beaucoup d'opérateurs autres qu'Amazon, je tiens à le dire, si Amazon s'installe, encore une fois, qui vont s'installer sur ce site. Et la logistique, c'est une évolution, on en parle, on ne fait qu'en parler, qui est inéluctable. Il faut quand même en avoir conscience. Nicolas Maillé-Rossignol. Sur le débat sur le fond sur Amazon, je ne vais pas y revenir puisqu'on a eu un débat très développé d'ailleurs pour le coup au niveau de la métropole Rouen-Normandie. Il y a eu un vote très libre d'ailleurs sur le sujet. Mais je voudrais revenir sur l'exemple de Petit Couronne sur le site de Petroplus. C'est quand même très intéressant. D'abord, il faut que chacun le sache. Je ne dis pas ça pour défendre qui que ce soit, mais c'est quand même une réalité. Quand on a plusieurs dizaines, voire plus d'hectares extrêmement pollués, en déshérence économique, sociale, etc., aujourd'hui, c'est un site qui a recréé des emplois. Et là, je ne parle pas du tout d'Amazon, je parle bien du pôle d'innovation sur les technologies de dépollution des sols, ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui est quand même très intéressant pour le futur, premier élément. Et deuxième élément qui me semble aussi intéressant, c'est que, quoi qu'on pense d'Amazon, et encore une fois, il y a eu un débat là-dessus, je n'y reviens pas, ça montre que le site, Amazon est quand même un logisticien reconnu pour ses qualité de logisticien, c'est probablement un des meilleurs logisticiens du monde, même si on peut évidemment critiquer son modèle économique et social. Mais ce qui est certain, c'est que ça montre que le site est attractif. C'est-à-dire qu'à partir d'un site en déshérence, totalement pollué, en très très grande difficulté, on se retrouve derrière avec un site qui, sur le plan de l'offre économique, sans artificialiser, redevient attractif. Ça, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. Ce qui est une leçon pour les autres friches, puisqu'aujourd'hui on a plein de problématiques, ça a été dit, portuaires, industrielles. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde soit bien éclairé sur ce point-là. Pour les élus, je vais vous dire ce qui se passe, c'est assez simple. On lui dit, bon, monsieur le maire ou monsieur le président, alors le problème c'est qu'on a
d'un côté, on n'a pas assez de boîtes qui s'installent chez nous, il faudrait créer de l'emploi. Bah oui, il faut créer de l'emploi, personne n'est contre créer de l'emploi. Simplement, pour qu'elles s'installent, il faut qu'elles s'installent quelque part. Oui, il faut qu'elles s'installent quelque part. Alors, on a deux options. Soit on dépollue, il y a la friche X, alors elle est polluée depuis 20 ans, on ne sait plus qui a pollué, ou plus exactement, tout le monde se renvoie la balle. Il y a des procédures judiciaires qui vont mettre entre 5 et 25 ans, et ça coûte très, très, très cher au mètre carré. Ou alors, là, il y a un agriculteur ou un maire qui a des terrains naturels ou forestiers et qui est prêt à les vendre, et ce sera beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide. Je caricature évidemment, mais dans les choix publics, c'est ça la difficulté. Une des premières décisions qu'on a prises à la métropole, c'était même la toute première, ça a été de geler l'artificialisation de 60 hectares au Madrier. Pourtant, le Madrier, c'est un technopôle. On a pris une décision qui n'est pas simple, hein, de dire non, on ne va pas détruire ces 60 hectares de forêt, parce que par ailleurs, il y a des enjeux sociaux sur cette forêt aussi, si vous connaissez le Madrier et les communes avoisinantes. Bon, mais ça veut dire que derrière, on met le paquet sur la dépollution et la revitalisation d'autres friches. Donc, là encore, vous parliez d'économie circulaire, c'est un écosystème qu'il faut qu'on crée, parce que bien sûr que si on a les qualifications des boîtes comme Valgo, mais il y en a d'autres, ou quand on fait de l'économie circulaire sur la récupération de chaleur, comme vous donniez l'exemple sur la coquille, ou la récupération de chaleur fatale sur la zone industrielle à Rouen, ou quand on a la fonderie à Renault, parce que vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir une intégration de sites, je me souviens avoir eu cette discussion avec vous, où vous expliquez sur les autres sites de Renault, clairement le fait d'avoir des fonctions intégrées sur un même site donnait de la valeur synergétique, c'est-à-dire que le tout était plus fort que la somme des parties, ça c'est vachement intéressant. Donc sur la dépollution, il faut qu'on arrive à faire cela. Je digresse un peu par rapport à Amazon, mais c'est pour montrer qu'au-delà de l'enjeu qui est un enjeu très fort d'Amazon, on a aussi des ferments extrêmement positifs. Là aussi, alors, pas pour traiter la question spécifique d'Amazon, mais ça illustre aussi un sujet, c'est que l'INSEE nous dit que l'axe Seine a plein de forces, évidemment, on les a listés, mais une région, un secteur un peu plus sensible que d'autres régions françaises a des centres de décision extérieurs. Est-ce que pour vous, peut-être, Édouard Philippe, ça constitue une vulnérabilité particulière qui mérite une forte attention pour réussir cette résilience économique? Oui. Merci. Je me disais, Rebecca ne pose pas une question fermée sur ce sujet. Non, mais vous avez raison. C'est même une des choses qui est... Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement en disant que les centres de décision des boîtes de négoce étaient partis de la zone en 1945. Et on sait ce que ça nous a coûté. Donc, oui, c'est vrai. Une bonne partie des centres de décision qui concernent l'industrie, qui concernent le commerce, bref, qui concerne l'activité, n'est pas sur le territoire concerné. Alors, heureusement, il y a des sièges qui sont en Île-de-France, très bien, mais c'est un des sujets. Alors, c'est encore plus cruel au Havre que ça ne l'est à Rouen, mais parce que Rouen est une ville beaucoup plus une ville de service que le Havre, ça s'explique très bien, c'est comme ça. C'est pas, donc oui, c'est bien sûr un vrai sujet, c'est un sujet de vision et de partage. Alors, moi, vous savez, quand on constate quelque chose, c'est comme ça. Donc, on peut le regretter, et c'est toujours bien de dire que c'est un sujet, il faut être lucide. Enfin, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut essayer de... Et donc, un des enjeux qu'on a, c'est de faire découvrir à ceux qui sont loin les opportunités qu'il y a ici. Mais la vérité, c'est qu'on y arrive. Quand le patron de Total ou le patron d'Air Liquide parle de l'axe Seine, ils ne parlent pas de leur terrain de jeu. Ils disent OK, le siège, c'est pas grave. Ils peuvent venir, ils peuvent comprendre, ils peuvent voir, ils peuvent s'imprégner. Quand on travaille avec CMA-CGM, qui a choisi de mettre son siège à Marseille, parce que c'est une entreprise très profondément méditerranéenne, ce qui est respectable, on est quand même capable d'expliquer un certain nombre de sujets locaux et de faire venir. Mais il y a des choses dans la vie, c'est des données, il faut travailler avec. Et si je peux me permettre pour Amazon, et loin de moi l'idée de me prononcer sur un sujet rouennais, c'est trop casse-gueule. Non, mais pour moi. Juste une chose. Je le dis et je veux pas. Je ne crois pas que le bon combat à mener avec Amazon, ce soit d'éviter l'installation quelque part. Je crois que le bon combat à mener avec Amazon, c'est de faire en sorte qu'un niveau minimal de concurrence saine s'applique à Amazon par rapport aux autres acteurs. Je le dis parce que
je me méfie, moi, toujours, des mécanismes de protection qui se présentent comme des murailles. Disons que depuis la ligne Maginot, j'ai une méfiance naturelle. Quand en face, les gars sont mobiles et qu'ils passent à côté, il faut faire attention. Je pense donc que, peut-être que ce n'est pas du tout là qu'ils s'installeront, et encore une fois, je pense donc que le bon combat collectif, que ce n'est pas du tout un combat rouennais, c'est un combat national, c'est peut-être même un combat européen, probablement, c'est d'imposer quand même à un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas européens, qui sortent manifestement des logiques de marché et des logiques légales et réglementaires nationales, en matière de fiscalité et en matière de réglementation, de les ramener vers une forme de concurrence un peu plus saine. Parce que le mouvement est extrêmement puissant, et j'ai parlé à beaucoup de logisticiens récemment, je parle beaucoup avec des logisticiens. Quand ils vous parlent du choc Amazon, ils ne vous parlent pas de quelque chose qui serait en pleine bourre. Ils parlent d'une chose qui est à son tout début et qui va s'accélérer très fort. Donc je trouve que je pense qu'il faut collectivement qu'on ait un combat utile. Voilà. Une question de la salle, monsieur. Oui, Arnaud Doxer, représentant Collège Cadre Sans Étiquette du site Chapelle d'Arblay, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Alors je vais faire un trait d'union au sens propre comme au sens figuré, puisque Chapelle d'Arblay se situe de l'autre côté du boulevard sur lequel travaillent les équipes Valgo, le boulevard qui s'appelle le boulevard Sonopa, Société Nouvelle de Papeterie. Chapelle d'Arblay, je pense que si je suis là aujourd'hui, je représente d'ailleurs mes deux autres collègues qui sont sur d'autres mouvements, qui sont engagés syndicalement. Chapelle d'Arblay, c'est un peu un symbole de résilience, et c'est pour ça que nous devions, après 2 ans de lutte et d'engagement en faveur d'un renouveau de l'industrie papetière sur ce site, nous devions être là aujourd'hui. Chapelle d'Arblay, il faut savoir que c'est un symbole de résilience en tant que tel. C'est un site emblématique. Dès l'Expo universelle de 1889 à Paris, la famille d'Arblay exposait la première machine à papier. En 1928, à la faveur de dommages de guerre, et à l'instar de ce qui s'est passé pour le dock flottant de Rouen, eh bien, nous avons pu bénéficier d'un investissement pour construire la première machine, la PM1. En 1985, Chapelle d'Arblay a été précurseur dans la relance, même le lancement de la filière de recyclage des papiers en France. En 1999, l'industriel a décidé d'effectuer une rupture en s'orientant à 100% sur un produit recyclé, ce qui faisait de Chapelle d'Arblay, avant sa fermeture en mai 2020, eh bien, la première et la seule usine à produire du papier journal 100% recyclé à partir du tri de 24 millions d'habitants trieurs. 24 millions d'habitants trieurs. Chapelle d'Arblay, c'est donc 100% de matières premières recyclables. C'est également un site qui, dès 2005, est l'un d'ailleurs des instigateurs de cette opération logistique et dans la salle, a décidé d'orienter son flux issu de centres de tri parisiens eh bien, par voie fluviale. Nous avons atteint jusqu'à 60 000 tonnes de fret fluvial sur la Seine, que nous avons dû malheureusement stopper net en décembre 2019 après l'annonce du choix de fermeture. Chapelle d'Arblay, c'est un peu long, mais je pense que c'est important parce que ça illustre parfaitement le débat de la résilience que nous avons aujourd'hui. Chapelle d'Arblay, en 2007, là encore, à la faveur d'un choix industriel, a décidé de s'orienter sur de l'énergie verte, grâce à des mécanismes d'État et européens, le CRE1 notamment, ce qui a permis à ce site d'être non seulement totalement décarboné dans sa production, mais également de générer ce qu'on appelle des green fees qui bénéficiaient au groupe pour permettre eh bien, de continuer à polluer, entre guillemets, en tout cas à rester, à ne pas investir momentanément sur d'autres sites européens. Il faut savoir que Chapelle d'Arblay, aujourd'hui, n'est pas mort. Chapelle d'Arblay a fait l'objet d'un intérêt fort d'un industriel papetier canadien et d'un grand groupe de services, en l'occurrence Veolia, qui ont décidé qu'ils allaient remettre une offre de reprise de ce site. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que eh bien, le groupe qui a décidé de fermer ce site valide cette offre. Et si jamais ce groupe ne la validait pas, eh bien, c'est la seule offre, et là je vais venir au débat peut-être de résilience et d'aménagement territorial,
eh bien, le groupe décidera de s'orienter vers un projet uniquement de production d'hydrogène, mais qui ne se fera pas immédiatement, qui se fera à horizon 2024 pour la première tranche et 2028 pour la seconde. C'est-à-dire que c'est un site de 33 hectares qui resterait en friche pendant plusieurs années et qui sclérosera une activité portuaire. Eh bien, le choix se porterait sur ce choix industriel. Alors, je ne critique pas, je ne débat pas, je ne veux pas débattre sur l'hydrogène, c'est bien ou pas bien, je n'ai pas d'avis là-dessus. Simplement, nous considérons que, ayant démontré la pertinence technique et économique que le site papetier pouvait rebondir sur une nouvelle activité, une nouvelle industrie papetière, je pense qu'il faut se donner les moyens de la porter, parce que derrière, c'est de l'emploi, c'est 250 emplois immédiats, emplois directs, contre 70 sur le projet concurrent, et c'est du 1 pour 4. Un emploi direct, 4 emplois indirects. C'est ça, c'est important. Mais c'est également et surtout une mobilisation de fret qui permettra à la zone industrielle et portuaire sur laquelle nous sommes positionnés de générer, de bénéficier de près d'1 200 000 tonnes de fret. 1 200 000 tonnes jusqu'à 1 500 000 tonnes si nous allons au bout de tous nos projets. Donc maintenant, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, et vous, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président, qui êtes et qui allez certainement, peut-être, je le souhaite, être dans d'autres responsabilités ultérieures, eh bien, peut-être que nous prenions conscience, que vous preniez conscience qu'il y a peut-être quelque chose à faire, notamment au niveau réglementaire, et ne pas laisser le seul choix à un industriel qui n'a pas liquidé un site, on n'a pas de liquidation judiciaire, mais qui a décidé de quitter un site, un territoire pour des questions d'ajustement économique, eh bien, qu'il ne soit pas le seul décideur de l'avenir territorial de la zone qu'il va délaisser. C'est nécessaire pour l'emploi, c'est nécessaire pour l'économie, c'est nécessaire pour l'environnement. Et je dirais vive Chapelle Darblay. Merci à vous pour ce témoignage et à la fois nous tenir informés des dernières évolutions sur ce dossier. Il est 10h56. Nicolas Maillé-Rossignol, je vous laisse réagir. Et puis je vous propose un tour de table très rapide pour peut-être retenir une idée clé à garder en tête pour l'ensemble de cette journée et pour les travaux à venir sur ce territoire accessible. Oui, je voulais juste compléter un point, il me semble intéressant sur notre thématique résilience économique par rapport à Amazon, pour donner un exemple pour que tout le monde ait à comprendre un des enjeux en matière d'artificialisation des sols, vous allez comprendre, et puis vous répondre aussi sur Chapelle Darblay. Juste vous dire que tout le monde n'est peut-être pas familier avec cela, en matière d'aménagement commercial, quand on veut installer une zone commerciale comme il y a, je sais pas, à Tourville, à Barentin, etc., ou quand on veut étendre une zone existante. On a des mécanismes qui existent, qu'on appelle les CDAC, CNAC, Commission départementale sur l'aménagement commercial. Je vous passe les détails, mais on a un mécanisme qui est prévu qui est censé avoir une espèce de plateforme d'échange contradictoire sur le pour et le contre de l'installation, etc. Puis, si les gens ne sont pas d'accord, on passe à la CNAC au niveau national, une espèce de recours. Bon, très bien. Donc, concrètement, quand un nouveau boucher veut s'implanter sur le Leclerc de Bapaume, de branle-bas de combat. Évidemment, le maire de Canteleu ou la maire de Canteleu est très favorable. Les commerçants de Rouen sont très défavorables. Je ne vous parle même pas de la zone de la Carbonnière. Hein. Bon, ni du village des Marques à Douin ou d'autres sujets qu'on connaît bien. Très bien. Quand vous avez, comme Amazon, une usine à colis de 185 000 m², il n'y a pas cette procédure. En d'autres termes, et je le dis de façon agnostique, l'impact, puisqu'on a bien vu qu'on avait tout de suite les prémices du débat, José disait ça va avoir un impact négatif sur les commerçants, etc. D'autres pourraient vous dire, ah bah oui, mais non, parce que ou Amazon va vous dire, bah nous, on va au contraire créer de l'impôt. Je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que là, l'irruption du numérique, des GAFAM, et notamment d'Amazon, mais d'autres, nous pose question sur notre législation, parce que derrière, il y a des conséquences en termes d'artificialisation, précisément. Une des premières, un des premiers facteurs d'artificialisation des sols, ce sont les zones d'aménagement commercial. Et aujourd'hui, on voit bien, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe, qu'avec le développement de ces logistiques 2.0 ou numériques, on a ces enjeux-là aussi. Donc, vous voyez que les instruments juridiques, ils ne sont pas aujourd'hui complètement adaptés si on veut à la fois appréhender le monde tel qu'il est sur le plan économique, le numérique, les GAFAM, et répondre à l'impératif de la limitation, voire de l'annihilissement de l'artificialisation des sols. Sur Chapelle Darblay, on se connaît bien, vous savez ma position et ce que nous faisons avec beaucoup d'élus d'ailleurs, de bords très différents sur le territoire, et pas simplement sur le territoire, puisque je rappelle que, y compris d'ailleurs avec Édouard, mais également Anne Hidalgo et beaucoup d'autres,
nous avions signé à plus de 80 maires, hein, parce qu'effectivement, un tiers de la France est concerné en termes de tri par Chapelle Darblay, une demande qu'on soutienne effectivement la reprise de Chapelle. Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. De la même façon qu'il est très positif, comme une évolution positive, de pouvoir s'appuyer sur des compétences qui existent sur le territoire pour aller vers les métiers de demain, des pollutions des sols, moteurs électriques, etc., il est terriblement mortifère pour un territoire de perdre des compétences si on devait les perdre demain, par exemple sur du recyclage papier. Alors vous allez me dire, oui, mais plus personne n'envoie des lettres. Oui, mais enfin le carton, je peux vous dire que, sans parler de l'isolation thermique à base de watts de cellulose, etc., etc., il y a des perspectives, et très importantes, notamment sur le carton. Tout ce que je veux dire, c'est que, attention, l'herbe ne repousse pas, quoi. Si vous perdez les compétences, derrière... faisons très attention. Et là, on a la chance, enfin la chance, c'est pas juste le fruit du hasard, vous avez rappelé l'historique, on a une force pour tout l'axe Seine, hein, encore une fois, et qui n'est pas un sujet local, hein, puisque un tiers de la France, au moins, est concerné. Donc soyons stratégiques sur les compétences, sur l'humain derrière. Alors, très rapidement, ce tour de table, un mot-clé à retenir. Je commence avec vous, Sonia Dubès. C'est jamais simple de commencer, mais je crois que c'est pire de terminer. Oui, et puis en tant que seule femme autour de cette table, je vais le faire. Hein. Je veux vous dire que la filière logistique, et vous, bien sûr. Non, mais moi, je ne suis pas dans les débats. Voilà. La filière logistique est prête pour les défis de demain. Elle a très envie d'en découdre aussi sur les défis de demain, et elle avance bien avec tous les acteurs, que ce soit... nos acteurs administratifs, nos acteurs économiques, nos acteurs industriels, pour nous développer. Donc on est plutôt une filière très novatrice et qui aimons le changement puisque c'est dans nos gènes. Merci. Thomas Denis. Écoutez, je vous remercie pour ces échanges. C'est finalement très intéressant de voir qu'on a finalement tous dans des domaines différents, finalement à peu près les mêmes problématiques à traiter. Moi, ce que je retiens, c'est finalement ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe Renault en fait réancre en fait sa présence en fait en Normandie, hein, non seulement à Cléon, mais également sur le site de Sannoville, également à Dieppe. Et c'est une vraie transition, une vraie révolution que l'on vit actuellement. Et pour qu'elle soit couronnée de succès, il faut qu'on travaille groupé. Donc, on travaille avec les élus locaux et puis les différentes industries qui font le tissu local industriel. Merci à vous, François Boucher. Je me suis déjà beaucoup exprimé. Je voulais laisser toujours un message positif de la vision de quelqu'un qui n'est pas de Normandie. Maintenant, ça fait 7 ans que Valgo a investi en Normandie. Et dans l'ADN, on parle de résilience. C'est une histoire d'ADN, la résilience. Monsieur le Premier ministre a eu des mots là-dessus encaissés. Moi, je trouve que la Normandie encaisse pas mal le coup, mais qu'elle réagit fortement. Il y a une ADN d'entrepreneur. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est très favorable à ce que de belles choses se passent encore sur l'axe Seine. Voilà. Merci à vous. Emmanuel Assier. Au regard de ce qui s'est dit, je pense que quelque part, c'est ça. On n'est peut-être plus aussi à une phase de transition aujourd'hui, mais plutôt de rupture pour moi. Donc rupture et intelligence collective, quelque part, c'est de se dire effectivement qu'ensemble, on peut changer les paradigmes et que c'est possible. Voilà. Merci à vous. Édouard Philippe. Deux mots, merci d'abord. Et continent ensuite. Continent parce que la résilience économique de l'axe Seine, elle se joue... tout le monde a bien conscience que l'axe Seine, ça compte pour la Normandie. Ça, je pense qu'on n'a plus à le démontrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça en Normandie. Hein. Mais ça compte. On est en train, je crois, de convaincre et de montrer que c'est un sujet national et pas simplement un sujet de Rouen ou du Havre ou même de l'axe Seine, que c'est un sujet national. Et en fait, notre enjeu maintenant, c'est d'arriver à montrer au pays que c'est un sujet continental. On doit être à l'échelle du continent européen, une porte d'entrée, une porte de sortie. On doit être un démonstrateur, comme Nicolas l'a dit justement. Il faut que notre pays il a besoin de projets. La France, c'est un pays qui a besoin de projets pour aller de l'avant. On a toujours été comme ça. C'est quand on a des projets qu'on va bien, c'est quand on se regarde dans la glace qu'on va pas bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il faut qu'on ait des projets. Et à mon avis, l'axe Seine entendu, flux, industrie, qualité de vie, ça peut être, pas le seul bien entendu, mais ça peut être un de ces projets. Et je pense qu'il faut qu'on le joue comme un défi continental.
Merci à vous, merci François Boucher, Édouard Philippe, Emmanuel Assier, Sonia Dubest, Thomas Denis, Nicolas Maillé-Rossignol. On va poursuivre cette journée et je pense que les échanges sont de bon augure pour continuer à explorer cette résilience du territoire. Vous avez voulu un programme riche encore aujourd'hui. On va parler de risques industriels, d'impact du changement climatique, de personnalité juridique des éléments du vivant. Et puis on va aussi se poser une dernière question, résilience des métropoles, effet de mode, nouveaux modèles. Tout ça, c'est le programme du jour. Donc merci à vous encore et à vos équipes. Merci à vous toutes et tous. Très belle journée. Et on continue ici tout de suite avec la suite du programme. Merci.